Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le livre le plus mystérieux du monde et qui n'aurait encore jamais été décodé, à savoir le manuscrit de Voynich. Cette histoire commence en 1912 avec un collectionneur nommé Wilfried Voynich. Il a découvert par hasard un livre bien mystérieux dans une ancienne bibliothèque à Rome. Ce manuscrit semble dater du Moyen-Âge et serait écrit dans un langage que personne ne comprendrait et que personne n'aurait réussi à déchiffrer jusqu'à présent. Intrigué, Voynich va acquérir ce manuscrit et très rapidement, il va se rendre compte que ce manuscrit est très étrange et que potentiellement il a une importance incroyable. Ce livre ne ressemble à aucun autre et présenterait différentes figures et dessins que nous ne retrouvons dans aucun autre bouquin. En découvrant ça, plusieurs personnes vont alors tenter d'essayer de déchiffrer le code et différentes hypothèses vont être émises. Pour certains, il pourrait simplement s'agir d'une écriture synthétique, alors que pour d'autres, il pourrait s'agir d'un ancien langage exotique. Mais il y a d'autres nombreuses recherches qui vont être effectuées dessus. Mais malgré toutes ces recherches, ils n'arriveront pas à déchiffrer correctement le langage, et pour certains, ils avoueront qu'il s'agit peut-être d'un livre rédigé par un fou, et qu'il n'est même pas réellement possible de décoder ce livre. Au total, le livre compte plus de 232 pages, rédigées de gauche à droite, avec des lettres et des chiffres qui ressembleraient aux nôtres. Mais il n'y a pas que l'écriture qui est mystérieuse, les dessins aussi n'arrivent pas à être déchiffrés. Au fil du temps, de nombreux spécialistes vont essayer de se pencher dessus, et essayer de déterminer le message qu'essaye de faire passer ce bouquin. Une personne va essayer de nous donner une petite explication. L'ingénieur en décryptologie Newbold aurait mis un système pour décrypter une partie de ce langage. Mais rapidement, les personnes qui vont se pencher sur la manière dont il décrypte le code vont expliquer qu'en réalité sa méthode ne fonctionne pas du tout, et qu'il aurait simplement réussi à décrypter ce qu'il voulait voir. De plus, la plupart des descriptions qu'il arriverait à obtenir grâce à son décryptage n'auront pas réellement de sens avec le reste du bouquin, ni même avec les dessins qui se trouvent juste à côté. Mais d'autres chercheurs vont essayer de continuer les travaux de Newbold, et à la suite de leurs recherches, ils sont persuadés que le bouquin est en fait une supercherie, et qu'il aurait été rédigé dans le but de faire parler de Monsieur Voynich, car en réalité il n'y aurait aucune méthode pour décrypter le code, ou les messages ne voudraient tout simplement rien dire. Au total, on aurait recensé plus de 400 dessins différents dans ce bouquin. La plupart représenteraient des plantes qui nous seraient totalement inconnues à l'heure actuelle. Il existe une hypothèse qui suppose qu'il pourrait s'agir d'un très vieil herbier. Cet herbier représenterait différentes espèces de plantes très rares, ainsi que leurs bienfaits. Mais encore aujourd'hui, aucune de ces plantes n'a été formellement identifiée. Il existe certaines hypothèses, mais aucune ne semble réellement coller. Depuis sa découverte, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Et certains spécialistes avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un très vieux bouquin rédigé par une personne qui avait réalisé différentes expériences, ou des mutations génétiques très bizarres. Il aurait rédigé son bouquin dans le but de laisser une trace de ses expériences. Mais si on se penche un peu plus sur le bouquin et qu'on regarde à l'intérieur, en réalité, on ne trouve pas réellement que des plantes ou des écritures bizarres. Il y aurait également d'étranges dessins de femmes. Elles sont liées les unes aux autres par un système de racines ou de conduite très spécial. Ces représentations seraient pour certains une espèce de description de l'organisme humain ou de l'organisme d'une autre espèce, et tenteraient de nous expliquer comment il fonctionne. Aujourd'hui, cela fait plus de 100 ans que le bouquin a été redécouvert par Monsieur Wilfried Voynich, qui lui aura donné son nom, le manuscrit de Voynich. Et malgré toutes les personnes qui continuent de travailler pour décrypter ce bouquin, il n'y a encore aucune explication réelle et le langage n'a toujours pas été décodé. Depuis des siècles, le mystère du manuscrit de Voynich perdure et continue d'alimenter les fantasmes sur son contenu. Peut-être qu'avec les avancées technologiques, une personne arrivera à décrypter son contenu, mais pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre. Cette légende serait en fait une très vieille ancienne légende indienne qui parlerait de 13 crânes de cristal qui détiendraient un pouvoir hors du commun. Ils renfermeraient un savoir sacré et un jour, lorsque tous les crânes seront réunis, ils délivreront alors un message crucial pour l'humanité. Pendant des siècles, cette histoire n'aura jamais eu d'écho et sera considérée comme une simple légende. Mais en 1924, une incroyable découverte va être réalisée. Un aventurier et sa fille étaient en train d'explorer une ancienne cité maya nommée Lubatum, lorsqu'ils vont tomber sur l'entrée d'un très vieux passage, qui vont les mener vers une immense grotte. En descendant dans les profondeurs de cette grotte, ils auraient fait une découverte mystérieuse, un magnifique crâne de cristal. À l'époque, ils ne connaissent pas la légende, et à ce moment-là, ils vont rapporter le crâne au village maya, comme si c'était un simple artefact. Mais immédiatement, lorsqu'ils vont arriver à l'intérieur du village maya, ils vont tous commencer à sauter de joie, il y en aura même qui vont pleurer. Et le roi va alors leur expliquer qu'il s'agit d'un incroyable trésor, et leur raconter la fameuse légende des crânes de cristal. Pour les Mayas, une découverte d'une telle ampleur est inimaginable, car cela ferait déjà plusieurs générations qu'ils les chercheraient, et que ces mystérieux cristals feraient l'objet de culte chez les Mayas. Pour eux, ces crânes de cristal représenteraient leurs ancêtres, qui détenaient un pouvoir hors du commun. Ces ancêtres auraient été les gardiens de la connaissance. En revanche, ils vont leur expliquer que les crânes de cristal seuls ne peuvent pas avoir de pouvoir, et qu'il existe différents crânes de cristal répartis dans le monde, et qui doivent être réunis pour pouvoir délivrer un incroyable message. Tous les crânes seraient taillés dans du quartz naturel et détiendraient un savoir différent. Depuis le début du siècle, nous en avons déjà retrouvé 7, qui ont été authentifiés comme authentiques. Tous seraient apparus dans d'étranges circonstances et à divers endroits dans le monde, tels que Londres ou encore Paris.
Les crânes seraient tous différents, mais auraient tous un point commun. Ils proviendraient d'un lieu très mystérieux ou seraient rattachés à une histoire de découverte très étrange. Les scientifiques qui se sont penchés sur leur sujet ont déterminé qu'il est fort probable que ces crânes de cristal puissent détenir un savoir, mais que nous n'arrivons pas encore à le déchiffrer, car le quartz naturel est déjà utilisé dans la plupart de nos ordinateurs et téléphones portables pour nous permettre de communiquer ou stocker des informations. Certaines études ont même réussi à démontrer que le quartz naturel pouvait être utilisé pour stocker des données sur une longue durée, de manière très viable. Ces crânes de cristal pourraient donc être encodés et détenir un savoir ou une mémoire, que nous n'arrivons tout simplement pas encore à décoder. Et avec toutes les légendes qui existent autour des Mayas, on sait qu'ils pouvaient potentiellement avoir un savoir et peut-être des connaissances qu'ils souhaitaient transmettre via ces crânes de cristal. Selon les légendes, les cristals détiendraient un message pour l'humanité, mais que ce message ne serait délivré qu'au moment où l'humanité serait prête à le recevoir. En attendant, il ne faudrait surtout pas regarder les crânes de cristal dans les yeux, sous peine d'être maudit et de subir une terrible malédiction. Et certaines personnes qui prétendent détenir des crânes de cristaux originaux prétendent qu'effectivement il se passerait des phénomènes très étranges. Généralement, ces phénomènes arrivent après l'avoir reçu ou après avoir acquéri ces fameux crânes de cristal. Certains disent même qu'ils ont réussi à rentrer en télépathie avec ces crânes de cristal. Mais aujourd'hui, l'origine de la plupart des crânes et ce qu'ils contiennent laisse de nombreux scientifiques encore très perplexes, et très peu de personnes souhaitent réellement les étudier. De plus, pour le moment, il n'est pas possible de les dater au carbone 14, ce qui rend leur authentification très difficile, et beaucoup d'entre eux sont considérés comme authentiques alors qu'il pourrait s'agir en fait de fake. Au fil des années, il y a quand même quelques groupes de chercheurs qui ont essayé de se former pour essayer d'étudier ces crânes. Ils auraient réussi à réunir jusqu'à 5 crânes différents considérés comme authentiques. Mais ce qui est très mystérieux, c'est qu'après avoir commencé à étudier ces crânes, et peu de temps avant qu'ils veuillent publier leurs résultats, le British Museum reviendra sur l'authenticité de 2 des crânes qu'ils avaient fournis, sans aucune raison, et diront qu'il s'agissait en réalité de fake. Beaucoup de personnes vont alors s'imaginer qu'ils auraient découvert quelque chose, et qu'ils souhaitent le cacher au grand public, ou que le grand public n'est tout simplement pas prêt. Actuellement, quoi qu'il arrive, nous n'avons pas encore trouvé les 13 crânes de cristal, et il nous faudra sûrement encore beaucoup de temps avant de réussir à les réunir. Nous ne saurons donc peut-être jamais si cette légende est authentique, et si les crânes de cristal contiennent bel et bien un message pour l'humanité. Le Stradivarius serait un violon avec un son et une acoustique jamais inégalés. Ce serait même l'un des plus beaux instruments jamais créés. Depuis plus de 2 siècles, son secret de fabrication reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la musique, encore jamais découvert. Tous les plus grands violonistes qui auront posé les doigts sur un Stradivarius s'accordent sur son extraordinaire sonorité. Et pour les musiciens, la valeur artistique de ces violons reste incontestable. Mais alors comment expliquer une telle perfection sonore? Au XVIIIe siècle dans le nord de l'Italie, par Anthony Stradivari, le plus prestigieux des violons garde encore à l'heure actuelle son secret de fabrication, et ce depuis de nombreux siècles déjà. En 2005, après avoir entendu toutes les théories les plus extravagantes, luthiers, acousticiens et chimistes vont alors entreprendre une grande enquête pour pouvoir percer son mystère. Leur première théorie va alors se pencher sur le bois, car pour certains, la qualité de son du Stradivarius proviendrait forcément du bois. Alors des spécialistes vont entreprendre une grande expédition pour se rendre dans la forêt de Tarvisio, à l'endroit exact où s'approvisionnait en bois Monsieur Stradivari. Ils vont prélever de nombreux échantillons d'épicéas et d'autres arbres se trouvant dans la région afin de déterminer quel bois était utilisé pour ces violons. Mais ils vont réussir à déterminer que le bois utilisé pour la fabrication des violons de Stradivarius est exactement la même que celui qu'utilisaient les autres luthiers de cette époque. Le choix du bois n'aurait donc eu aucune incidence sur le son émis, ni sur son acoustique. Leur seconde théorie va alors se pencher sur le vernis qu'utilisait Monsieur Stradivari sur ses Stradivarius. Ce mystérieux liquide serait la fabrication de Monsieur Stradivari, et dont il était le seul à recouvrir ses violons avec. Il s'agirait d'un étrange mélange d'écailles de poisson et de peau de tortue, qui serait censé garantir la plus belle des sonorités. Et à l'époque, il faut savoir que le vernis était la chose la plus dure à reproduire. Chaque luthier avait donc son propre vernis, même s'ils se ressemblaient plus ou moins. Après vérification et plusieurs analyses consistant à faire passer le vernis sous un passage lumineux 10 fois plus puissant que celui du soleil, c'est avec une grande déception que les spécialistes avoueront qu'il s'agit en réalité simplement d'un vernis composé d'huile et de résine. Un mélange donc très banal pour l'époque et qui n'aurait eu donc aucune incidence sur le son ni son acoustique. Et la plupart des spécialistes ne vont pas abandonner là, et vont continuer leurs recherches pour déterminer ce qui rend ces violons si exceptionnels. Leur troisième théorie va alors se pencher sur la forme des Stradivarius, car soi-disant, la forme des Stradivarius serait inspirée de la forme des frontons de la cathédrale de Crémon. Mais alors, peut-on réellement établir un lien entre la forme du violon et sa sonorité? Pour certains spécialistes, c'est le cas, et ils l'expliquent grâce à un exemple très simple. Lorsque l'on frappe sur un tambour rond, le son émis n'est pas le même que lorsque l'on frappe sur un tambour ovale. Il serait donc logique de considérer que la forme d'un violon a un impact sur sa sonorité et son acoustique. Et il faudra plus de 10 ans pour résoudre ce casse-tête de manière scientifique. La réponse finale que donneront les experts est que malheureusement ce n'est pas la forme des Stradivarius qui leur donne cette qualité acoustique exceptionnelle. Le mystère du Stradivarius continue donc de traverser le temps, et les mystères de fabrication du luthier italien resteront encore pendant très longtemps insondables. Plus le temps passe, plus les Stradivarius prennent de la valeur, car il en existe de moins en moins,
et il est encore impossible de les reproduire à la perfection. En 2011, un Stradivarius baptisé Lady Blunt aurait réussi à trouver preneur lors d'une vente aux enchères à Londres pour près de 15 millions de dollars. Et en 2014, un autre Stradivarius aurait été estimé à plus de 45 millions de dollars, mais n'aurait toujours pas trouvé preneur pour le moment. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner, nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Keep on Fire, peace out.